Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 3 de ce podcast, une collection de portraits et de témoignages d'invités inspirants de tous horizons professionnels. Une diade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce premier épisode de la saison 3, vous allez entendre Fanny, photographe spécialisée en images de marque et directrice artistique. Un métier auquel elle ne se destinait pas au départ, ayant plutôt choisi une voie de graphiste. Mais comme dans beaucoup de métiers de la communication, il faut parfois savoir s'adapter et être multitâche. C'est comme ça qu'au détour d'un échange LinkedIn qui aurait pu passer à la trappe, elle a décroché un CDI au sein d'une équipe marketing sans penser que ce poste lui apporterait les réponses pour trouver enfin sa voie et décider de devenir freelance pour ne faire que de la photographie de marque. Je vous laisse écouter son témoignage et je vous invite, juste après, à découvrir son travail coloré sur sa page Instagram. Moi, c'est Fanny Retailleau et je suis photographe freelance spécialisée dans l'image de marque. Au collège, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais juste que j'étais un peu une intello, j'étais bonne à l'école et du coup je me disais bon, on verra. Je suis passée comme tous les enfants par à la fois facteur et vétérinaire quoi, genre vraiment aucune idée. C'est au lycée que je me suis un peu plus intéressée à vraiment ce que je pouvais faire en fait. J'ai découvert au début donc la mise à niveau en art appliqué vraiment donc en fait je savais que j'allais pas être artiste clairement, c'était pas du tout mon optique ni mon ambition et je me dis comment on peut faire des choses créatives mais que ce soit en tout cas à mes yeux un métier quoi. Je me suis orientée vers du graphisme, j'étais pas du tout photographe à la base et je pensais pas aimer la photo. Mais vraiment pas, en plus ça qui est très drôle. Je trouvais toujours que mes photos étaient un peu nulles. Et c'est pas ce qui moi, à mes yeux, m'intéressait, me valorisait pas du tout. J'étais vraiment à fond graphisme, édition, sérigraphie, vraiment le papier, je sais pas, ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, j'en ai eu un peu marre de répondre à des faux sujets pour faire des logos, des choses qui étaient complètement fictives et j'avais un peu besoin de concret. Et en même temps de pratiquer, de pouvoir avoir un accès pas que théorique du concept et faire de la vraie pratique. Je suis partie aux Beaux-Arts en fait, en équivalence, du coup en deuxième année directement. Et je suis allée à Angers parce que là-bas il y avait du textile, la sérigraphie, des ateliers de métal et moi j'avais envie d'essayer tout. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai passé mon diplôme national d'art et j'ai pas continué après parce que à l'inverse du début je me suis retrouvée dans un univers d'artistes, de vrais artistes. Et c'est là où j'ai compris que vraiment je me situais pas là-dedans et que moi j'avais besoin d'un côté fonctionnel, créatif mais un peu fonctionnel. Et suite à ça, je me suis dit j'ai envie de travailler mais qu'est-ce que je vais faire en fait parce que je suis graphiste avec un bagage en plus qui peut être intéressant mais enfin c'est un milieu où trouver du travail c'est pas évident surtout à la sortie d'école. Et je me suis dit il y a des services civiques, qu'est-ce que c'est vraiment ? J'avais envie d'aller à Nantes et donc j'ai postulé à Prune, la radio à Nantes qui est une grosse asso nantaise. Et ils cherchaient quelqu'un pour faire de la com. Et c'est un peu comme ça aussi que je suis tombée dans la com, parce que j'y ai un peu vu mon intérêt. Ils cherchaient quelqu'un pour gérer à la fois la rédaction, et ça me posait pas du tout de soucis, et faire du contenu visuel Instagram, Facebook. J'ai passé l'entretien et j'étais la seule personne, ils m'ont dit, qui sortait pas d'école de com en fait, et qui était arrivée avec ma pochette d'art plastique, mes affiches, et moi je pensais que tout le monde allait être comme moi, et pas du tout. Et ils étaient, mais pourquoi t'es venue là en fait ? Et moi je sais pas, c'est une radio, c'est trop bien, il y a des artistes, on peut créer du contenu, il y a des émissions, des invités, c'est hyper intéressant, hyper riche en termes de visuel quoi. Et c'est là où j'ai complètement trouvé l'entre-deux de créativité, mais usage, on va dire, quelque chose qui est utile, qui sert à diffuser de l'information, mais qui peut être cool, visuel et intéressant, et pas juste beau, ni juste informatif, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Suite à ces 8 mois, après, je me suis lancée que en free graphisme. Je me lance là-dedans, pas du tout les armes pour être freelance, c'est-à-dire se prendre des bâches par des clients, gérer l'URSSAF... stressée d'une manière improbable. J'étais là, ça me va pas du tout, je sais pas comment je vais faire. En fait, les projets qu'on me fait faire me plaisent pas parce que du coup, c'est un peu les projets que tu fais quand t'arrives, que t'es jeune et tu dis oui parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais ça m'éclatait pas du tout. En fait, tout le côté plastique, artistique, je pouvais pas du tout
le mettre en œuvre dans ce genre de contrat que j'avais. Il y a même un mec qui m'a fait faire des sites internet et ça, c'était génial. J'avais mal au ventre tous les matins avant d'y aller. Enfin, j'étais là, comment on va faire? Il faut trouver autre chose, c'est n'importe quoi. Enfin... Et j'ai eu un LinkedIn depuis super longtemps, comme beaucoup de gens, où tu mets ton CV et puis voilà, on verra. Et on reçoit beaucoup de messages sur LinkedIn qui sont un peu de la pub en fait. Et j'ai reçu un message d'une boîte nantaise et moi vraiment j'étais à Nantes depuis 8 mois donc je connaissais ni le paysage pro quoi, ni pas grand chose à part justement culture, musique et c'est tout en fait. Et il y a une boîte qui me contacte et je me dis bon c'est encore un faux message. Et là je vois un deuxième message. Moi, c'est bizarre, mais bon, clairement, j'y prête pas du tout attention. Quelqu'un m'appelle un jour, une fille hyper gentille. Elle me dit, mais je suis, je sais plus qui c'était à l'époque, Roxane, je crois, de Rosemood. Et là, je dis bonjour. Et je me dis, mon Dieu, c'est le truc sur LinkedIn. Et, et du coup, elle a trop ri parce que elle se présente, elle me dit, oui, je t'ai contactée par LinkedIn, effectivement. En fait, le post était très cool. Et je me dis du coup que c'était pas vrai. Et la fille, du coup, m'explique que c'est réel. Et du coup, c'était très drôle parce que je lui ai dit au téléphone, je suis désolée, mais j'ai jamais répondu. Moi, j'ai cru que c'était une fausse annonce encore. Et la fiche de poste, c'était pour moi trop bien parce que complètement mon expérience que j'avais pu me faire en service civique, c'est-à-dire me retrouver dans un service marketing, sachant que ça à Paris, c'était un nouveau mot pour moi, je connaissais pas vraiment le marketing, mais à créer du contenu, photo, vidéo et graphisme. Bon, un peu couteau suisse, mais je me suis dit, bon, à la base, moi, j'avais pas trop compris que la photo, ça serait majoritaire. Donc, je dis vidéographiste, c'est ce qui est resté dans ma tête, clairement. À l'entretien, j'ai montré mes photos de voyage en Islande. Parce qu'elle m'avait dit, j'ai montré plein de trucs, elle m'a dit, t'as des photos? Et j'avais mon ordi, j'ai dit, oui, des photos de voyage. Mais en fait, la photo, En fait, comme je faisais de la vidéo, je connaissais les réglages. Je savais ce que c'était, des ISO, une ouverture, une vitesse d'obturation. Donc ça, j'avais aucun stress là-dessus. Mais par exemple, j'ai passé un entretien, dans mes entretiens pour être prise là-bas, il y avait une épreuve en studio. Heureusement, j'ai des copines qui font du studio, j'avais demandé des petits tips de réglage la veille pour les flashs et tout, mais j'avais eu des cours à l'école, vite fait, mais j'avais jamais fait un vrai shoot en studio. Et en fait, après d'avoir été beaucoup dans des assos et des petits stages, ça a toujours été système D. Et du coup, j'ai pas peur de me dire j'y vais si je sens que je peux me débrouiller. Je me retrouve à faire de la photo tout le temps, à trouver ça cool, aller acheter des fleurs, du décor, des trucs, enfin peindre des planches pour faire des fonds, enfin trop bien parce que du coup il y avait des choses très manuelles et puis de l'ordi faire de la retouche sur Photoshop pendant des heures et là ça m'a bien formée à faire de la retouche. Je découvre que la photo c'est très chouette et que j'aime bien faire ça. Au début donc que photoproduit parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Après il y avait un peu de photos d'humains, tu vois les équipes en train de travailler. Aller à l'atelier d'impression, donc du reportage un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Et après, on a eu des collabs, pas mal de collabs avec des marques. Bah ça, j'allais à Paris en fait. Et souvent, j'y allais toute seule ou avec une personne du market. Et moi, je faisais tout finalement, l'univers, un peu parce que j'y allais. Je connaissais l'univers de moi, la boîte dans laquelle j'étais. Et il fallait faire de l'image pour mettre en valeur la collaboration. Et ça, j'ai commencé à trouver ça encore plus intéressant d'aller aussi changer un peu de support, voir ce que les personnes font. Et puis on avait fait une collab avec Mathilde Cabana et c'est la première fois que j'ai shooté des enfants. Il y avait 16 enfants en studio. J'avais jamais fait ça. J'ai pas dormi la veille. J'étais très stressée et j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça trop bien. C'est là où j'ai eu un gros déclic. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire en fait. C'est pas que Rosemood quoi. Ça va pas être possible de rester là-bas trop longtemps. Ça m'a donné un peu la bougeotte. Et du coup, au bout de 3 ans, je leur ai dit que je voulais partir, mais j'avais un peu peur de partir comme ça. Oui, j'ai envie de faire autre chose, mais comment on fait quoi? Financièrement, il fallait que j'assure aussi le coût pour moi et tout. Donc j'ai démarché à fond avant de partir. J'ai envoyé plein de messages à des marques sur Instagram. Donc j'ai mis à jour mon LinkedIn. J'ai fait mon site et j'ai dit vas-y, on y va. Et les gens m'ont répondu. Donc j'ai commencé à faire les deux. Je me suis retrouvée à me dire ok ça marche mais comment je vais faire parce qu'en fait je me retrouve à ne plus avoir du tout de vie humaine avec d'autres gens, sociale. Est-ce que je prends mon courage et je m'en vais ou pas? Au début j'ai baissé mon temps de travail pour voir si vraiment c'était réalisable de
faire ça à temps plein et de gagner ma vie. Et j'ai compris que oui. Et du coup, je leur ai dit que je voulais partir. Et là, on tombe en plein... en fait, le temps que j'acte avec eux, qu'on voit quand est-ce que je m'en vais et tout, on savait pas qu'on allait être confinés. Et toujours la même histoire, hein, tout le monde raconte la même, je crois. Et ma date, c'était 15 jours, les 15 premiers jours du confinement, je m'en allais juste après. La RH m'a dit, est-ce que tu veux vraiment partir? J'ai dit, bah oui, je pense que là, il faut que j'y aille. Enfin, il y avait des signes, quoi. Je fais, bon, bah confinement, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais tant pis, quoi, on verra bien. Sauf que, trop de peau, les gens se disent, il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien, tout le monde consomme sur Internet. Donc les personnes avec qui j'avais réussi à accrocher me disent, bah on t'amène les visuels et puis tu fais ce que tu peux, mais tu fais du contenu, quoi. On t'amène, pardon, les produits. Et tu crées du visuel. Il n'y aura pas d'humain dessus, tant pis. Mais au moins... donc j'ai beaucoup commencé par de la boutique un peu, packshot, décor un peu. Et là, j'étais hyper bien parce qu'en fait, je bossais avec des produits en 3D, des choses, en fait, après le papier. J'avais beaucoup d'envie. Je me suis retrouvée à faire de la photo et de la vidéo à temps plein, à en vivre bien. Même en trouvant ça un peu étonnant de me dire mais il n'y a pas de difficulté, c'est bizarre quoi. Et donc bah comme d'hab, le stress, remise en question, enfin voilà, hein, toute ma vie. Le doute tout le temps. Mais donc voilà, ça marche bien, c'est cool. Et du coup, je continue à démarcher tout en apprenant chaque jour une nouvelle chose. Parce que clairement, t'apprends un peu sur le tas quand t'es tout seul quoi. Au début, j'avais tellement pas confiance en moi que j'avais pas compris que j'avais appris ça en CDI, tu vois. En fait, pour moi, on m'avait donné un peu un univers, je proposais des trucs, mais voilà, je proposais des trucs, c'est vraiment la phrase. Pour moi, j'étais pas du tout directrice artistique ou quoi que ce soit parce que, dans le milieu du graphisme et de la photo, t'as beaucoup de gens sur LinkedIn, ils sont DA, mais ça veut rien dire, ça veut tout rien dire. T'as aussi ce truc de comment on fait pour rencontrer des gens qui font déjà ce métier, qui pourraient éventuellement te conseiller et t'aider. C'est hyper hermétique la photo. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer des gens qui peuvent déjà vraiment être être dans un rapport sain et de confiance, pas de concurrence. Il y a tout un truc où oui, tu peux aussi avoir des petites expériences un peu. En fait, la personne, elle voulait te parler parce qu'elle voulait savoir tes prix, elle voulait savoir qui sont tes clients et puis essayer d'aller les choper. Et quand il t'arrive ça, après, tu te méfies de tout le monde et c'est pas mieux. Alors que maintenant, j'arrive à vraiment avoir débloqué ce truc et rencontrer des gens. Et quand tu as besoin de conseils, même si on fait pas exactement les mêmes métiers, c'est hyper cool. Et moi, ça m'a beaucoup manqué au début parce que j'ai eu l'impression d'arriver dans un truc que je voulais faire, mais j'avais personne de senior avec moi. Et du coup, c'était hyper dur d'avoir des conseils ou de dire, je fais quoi, par exemple, les tarots, je fais quoi? Bah, ça va pas être gratuit, c'est sûr. Et quand tu sors d'un CDI où tout est à l'heure, tu sais, t'es payé à l'heure, mais du coup... c'est pas la même chose parce qu'en fait tu travailles d'une manière différente et en fait j'avais l'impression de gagner des sous mais je faisais plein de trucs gratuits, forcément. Et du coup la DA au début les gens ils payaient la prestation quoi, photo, mais ils payaient pas la DA, mais parce que moi-même je me rends compte que je savais pas que j'étais en train de faire de la DA. Et maintenant c'est est-ce que tu veux un shoot, comment on le fait, c'est-à-dire que quand je présente les choses aux gens c'est soit t'as déjà un univers et on se cale ensemble et on reste là-dessus et c'est très bien. Et moi, ça peut aussi m'éclater de faire ça parce que c'est cool de pas toujours être complètement cocotte minute dans ta tête et que l'univers est déjà cool, donc j'ai pas la prétention de révolutionner le truc. Et comment faire si tu veux carrément autre chose ou alors tu montes ta boîte et du coup tu as envie de vraiment créer un univers et qu'est-ce que moi je peux te proposer et ça c'est facturé, tu vois. J'ai toujours trouvé au début que j'avais pas du tout de style parce qu'en fait on m'avait appris la photo dans une boîte avec un univers qui m'appartenait pas. Je savais par exemple que dans cet univers, moi personnellement, j'aimais pas tout. Mais j'y trouvais mon compte parce que je mettais à ma sauce. Et je me suis cherchée au début, j'ai des vieux projets, je trouve, c'est genre hyper pastel un peu, mais c'est pas du tout moi ça en fait. Moi j'aime bien les couleurs, un truc un peu trash, un peu contrasté. Mais ça, j'arrivais pas, par exemple, au début, à le faire passer dans mes projets, parce que c'est pas ce que les gens y recherchaient. Je pense que c'était pas tendance non plus. Maintenant, il y a clairement aussi une tendance qui fait que les choses peuvent plaire plus ou moins, et les gens, il y en a qui suivent le flow, et il y en a qui assument d'avoir un caractère et des choses plus fortes. Et ça dépend de ta cible, ça dépend de tellement de choses pour une marque, en fait, le positionnement en termes d'image. Je savais techniquement comment faire. Je pense, en vrai, clairement, j'étais sympa et à l'écoute. C'est clairement ça, ce que je vendais. Et après, en fait, c'est trop drôle sans m'en rendre compte. Tu vois, maintenant, on me dit j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, et du coup, en fait, dès que j'avais une période un peu de creux, je faisais des projets perso. Parce que je me disais, le perso, alors certes, c'est pas payé, mais au moins, déjà, je me lâche, ça me fait du bien. Il y a
aucune contrainte puisqu'il n'y a aucun brief. C'est moi le brief. Donc je trouve une copine, on fait un truc, je veux un modèle. Système D, on fait ça chez moi, on fait ça dehors, mais par contre on fait des looks de fou qui moi je trouve trop cool, mais c'est mon cool à moi, donc c'est hyper personnel. Et ça va entretenir des trucs qui font que moi je vais aussi progresser mon œil, faire progresser mon œil dans le sens, je trouve que ça fonctionne, mais pourquoi, tu vois, les couleurs, les formes. Et ça va m'aider à, je pense, l'injecter dans mon taf pro, et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Et mes projets non rémunérés avaient toujours, par exemple, beaucoup plus de likes sur Instagram que les projets rémunérés. Bah, qui étaient plus sages parce qu'en plus j'osais rien. Je pense au début j'étais en mode ils me payent, je vais faire bien ce qu'ils veulent, j'ai peur de pas faire bien la bonne élève quoi. Et quand je me lâchais, des fois les gens me disaient ah c'est trop bien ce que t'as fait là, mais en même temps ils venaient me chercher, mais il fallait trouver aussi la mi-teinte parce qu'on n'allait pas faire un truc hyper coloré si ça veut rien dire, tu vois. Donc fallait réussir à en gros mettre un peu du Fanny dans leur truc, mais que ce soit chacun y trouve son compte et tout le monde est content. Et ça, j'ai appris à le faire du coup au fil du temps. Et c'est là où en fait maintenant, mais ça fait pas si longtemps, on me dit j'aime bien ce que tu as fait pour tel projet. C'est ça qui m'intéresse. Et je sens que ce qui intéresse la personne, c'est comment j'avais réfléchi en fait l'ADA et les choix vraiment de couleurs, de matière et tout. Mais ça, c'est venu avec le temps et je suis encore souvent dans des doutes des trucs, mais par contre, maintenant, je suis complètement capable de dire à quelqu'un ça c'est bien si on fait ça c'est nul si on fait ça. Par exemple, avant, j'étais beaucoup plus. Je sais pas en fait, sauf que tu le dis pas, que tu sais pas. Moi, pour avoir de la confiance, j'ai besoin de moi-même, je pense, me prouver des trucs et avoir. C'est triste, mais c'est vrai, la validation des autres aussi quand tu travailles, parce qu'en fait, elle te pousse vers le haut ou vers le bas, parce que tu travailles quand même. Enfin, pour moi, c'est pas mes projets en fait, c'est vraiment. Quelqu'un arrive avec son projet. Est-ce que moi déjà, par rapport à comment c'est fait, le contexte et tout, j'ai envie de faire ça? Et est-ce que je peux amener un truc? Moi, ça m'est arrivé de dire non à des trucs parce que j'étais là, bah en fait, qu'est-ce que je vais t'apporter? Rien, tu vois. Et puis des fois, quand les gens sont ont vraiment déjà une idée en tête, c'est les projets les plus galères parce que même si tu respectes, ça n'ira pas parce qu'en fait, ils ont pas de lâcher prise, par exemple. Et ça, c'est très compliqué et je peux complètement le concevoir que lâcher prise, quand c'est ton produit, ça doit être hyper difficile en fait de déléguer. Mais du coup, moi je me positionne plus trop sur ce genre de projet parce que maintenant j'arrive à le sentir aussi parce qu'avant tu plonges tête baissée puisque tu ne sais pas. Il y a des trucs, tu te dis la marque est trop cool. Donc c'est trop bien, mais en fait il n'y a pas que ça. Il y a la personne derrière la marque, comment elle est-ce qu'elle te fait un minimum confiance. Et puis c'est comme tout, hein, dès que j'ai eu des marques un peu cool, les gens sont venus. Il y a des moments maintenant, alors qu'avant je me le disais pas, je me dis mais en fait, bah là ce que tu fais c'est. Je sais pas si c'est bien, mais c'est clean, c'est carré, c'est bien fait, c'est propre, le fichier il est ok. Ce que tu avais sur ton mood board pour présenter un univers, tu as été capable de le retranscrire, mais à ta sauce, et pas juste faire des copies de trucs Pinterest, qui est pas du tout intéressant. Et du coup, bah c'est cool, tu as réussi à raconter l'histoire que tu voulais raconter dans tes photos. Et par exemple, avec de l'enfant, en plus, tu sais pas ce que tu vas sortir. Parce que les enfants, moi, je fais pas avec des vrais enfants modèles, c'est des vrais enfants de la vraie vie. Et du coup, c'est mon truc préféré au final. Enfin, ils sont là et on passe un moment épuisant, mais génial. J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus à chaque fois après, mais en fait, ils sont là et du coup, c'est maintenant en fait. C'est ce que je me dis à chaque fois. Donc, il faut les captiver, faire tes réglages parce que par exemple, t'es en extérieur, la lumière elle change. T'es en Bretagne, il y a un nuage tous les 5 minutes. Et en même temps qu'on voit le produit, par exemple, je sais pas, c'est du vêtement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions sur l'instant T. Et c'est ça que j'aime trop, c'est l'instant présent en fait dans ce métier. Et par exemple avec les enfants, c'est fois 30 parce qu'il faut les animer en termes de viens, on fait ce truc-là, voilà. Moi, il faut que derrière ce soit esthétique, qu'on voit le produit et que ça ait l'air d'être un moment sympa et pas un truc où tout le monde fait la gueule. Alors, quand j'étais graphiste, clairement, personne comprenait ce que je faisais. Ça, j'avais compris que personne, donc j'en parlais pas trop. Du coup, j'ai un peu eu le même comportement de pas trop en parler, même. Et puis après, je suis tellement tout le temps la tête dedans que quand je suis avec des potes mes amis font pas du tout ces métiers-là. Enfin, j'ai plusieurs cercles d'amis, mais j'ai pas beaucoup d'amis qui vont faire le même métier ou des métiers hyper créatifs. Et du coup, ça, je trouve ça hyper bien et hyper riche parce que du coup, on parle d'autres choses. Mes parents, c'est quand j'ai eu de l'affichage, je pense qu'ils ont vraiment compris. Là, cette année, j'ai commencé à avoir vraiment des affichages. Et l'année dernière, j'avais eu une campagne que j'ai shootée dans Paris, en affichage urbain, tu sais, les grands trucs qui sont un peu partout, mis à la colle, là, vraiment.
Et je pense que là, ils ont capté, parce que moi, quand les gens comprennent pas trop, je leur dis, bah, en vérité, je fais de la pub, en fait, c'est complètement ça. Sauf que je pense que moi, je le vois pas juste comme de la pub et qu'il y a autre chose derrière, mais en soi, littéralement, c'est de la pub. Et ça, déjà, c'est devenu un peu concret. Même moi, quand c'est imprimé, je trouve ça fou parce que je fais que du flux, quand même Instagram, site web. Et en fait, tu fais des choses, t'as l'impression qu'en 5 minutes, toi, t'as passé 3 jours dessus, mais en 5 minutes, c'est fini, quoi. Et c'est très frustrant. Et du coup, quand il y a de l'affichage, je me dis, ah, c'est moi qui ai fait ça et ça fait plaisir, quoi. Et je pense qu'ils pensent pas que c'est facile, par contre, ils comprennent le truc de... Enfin, ils ont tous capté, Fanny, elle fait que de bosser. Ça, j'ai compris qu'ils avaient compris. Que, bah ouais, je travaille tout le temps, mais que bah, c'est cool parce que c'est un job de passion et du coup, je pense qu'ils se disent que c'est un choix de vie, en fait. J'ai toujours une veille un peu constante parce que je trouve ça hyper important de toujours comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne. Parce que sinon, t'es très vite à côté de la plaque, je pense. Mais je suis pas trop... bah, par exemple, quand j'ai fait... Là, je suis allée en Inde au mois de janvier et c'est marrant, je suis arrivée là-bas. En fait, j'y étais allée pour le pro. Et là, j'y allais pour moi, mais pour faire aussi un shoot. Donc, j'avais quand même calé un shoot parce que ça serait pas drôle. Mais j'étais trop heureuse de le faire, quoi. Mais entre, par exemple, mon séjour et ce shoot, j'ai posé mon téléphone et j'ai fait « Ah, j'ai pas du tout envie de faire de l'écran. En fait, je suis dans un cadre tellement spécial que j'ai juste envie d'en profiter et de justement d'emmagasiner plein de trucs pour revenir et être méga créatif, quoi. » Vu que moi, je travaille beaucoup via Instagram, c'est très facile d'être un peu happé, tu vois, d'être « Ah, ou tes clients, tu vois, comme ils sont comme toi, en fait, ils ont leur boîte, c'est-à-dire que des fois, ils vont te répondre hyper tard. » Et déjà, j'ai pas les notifications de mes mails, par exemple, sur mon téléphone portable. Et parce qu'en fait, c'est vite devenu toxique, ça, de me dire bah, t'as tellement envie de faire bien que tu réponds. Autant répondre à 23h, il va pas le voir. Enfin, autant répondre le lendemain. En fait, ça changera pas la face du monde. Mais c'était moi, ça, en fait, qui me mettait pas de barrière au début parce qu'en fait, tu veux tellement bah, réussir, entre guillemets, que tu te dis il faut que je sois tout le temps joignable, machin. En termes de réactivité, clairement, je pense que je suis quelqu'un de très réactif. Donc maintenant, je me mets plus la rate et je me dis, en fait, tu seras beaucoup mieux dans ton travail et plus fraîche aussi si tu arrives à couper. Mais c'est un truc, de toute façon, ça c'est le piège des réseaux sociaux aussi, quoi. T'as aussi ton compte perso dessus, mais si tu vois tes notifs pro, bah... Et puis t'as des trucs aussi, des fois, moi j'ai des sorties, j'ai pas envie de louper parce que le projet est trop chouette, je sais que ça va être un samedi, bah j'ai envie de partager avec mon client parce que je trouve que le projet est trop bien et ça c'est un choix en fait. Dire non, c'est le grand projet de ma vie, ça. Et maintenant je dis non. Mais des fois, je dis oui et je me dis « Oh là là, pourquoi j'ai dit oui ?» On est vraiment sur un truc de bah, quand ça arrive, ouvrez les vannes, on y va. Et là, c'est ce qui s'est passé cette année, par exemple, c'est-à-dire « Ok, let's go !» C'est-à-dire qu'on va travailler le week-end, la semaine, on va partir à droite, à gauche en train. Et tu te dis « Bah, faut y aller !» Et du coup, bah, t'acceptes tout. Après, c'était que des projets cool, donc déjà, j'avais pas envie de refuser. Mais par exemple, là, j'avais accepté un projet cette semaine. Et je suis doublement tombée malade, alors que je suis jamais malade. Là, depuis tout début juin, c'était cata. Et je dis, mais en fait, il faut juste que j'arrête d'ajouter des choses. Le mois, il est complet. Parce qu'en fait, tu dis que c'est complet, mais la personne, elle te demande si jamais, éventuellement, il pourrait y avoir un petit jour où tu fais rien, mais il y en a pas. Donc tu dis, oui, alors une matinée, on peut caler ça. Et en fait, non, pas du tout, on peut pas caler ça. Et puis si tu veux faire un taf de qualité, bah tant pis, tu décales. Et ça, maintenant, je le fais, mais tu vois, je me fais violence pour le faire des fois parce que et puis t'as toujours peur, en fait, c'est un milieu un peu cruel, hein, un peu des fois, où tu dis si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ma place et ça me fait, voilà, ça m'embête. Mais en fait, moi je me dis, il y a aussi des signes, en fait, si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et que je dois faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je relativise, mais au début, c'est impossible parce que t'as aucune confiance en toi, t'as pas d'expérience, tu te dis, bah, s'il faut bosser tout le temps, et je vais bosser tout le temps. Après, je bosse beaucoup pour quelqu'un en free, je pense. Donc faut trouver l'équilibre entre ça, te dire quand je suis en vacances, parce que j'ai pas de congé payé, donc j'ai ma trésor, c'est cool, j'ai payé mon URSSAF, je suis partie en vacances, tout va bien. Mais pas arriver en vacances et être rincée dans un état minable parce qu'en fait t'as fait n'importe quoi et que t'as doublé tes journées, quoi. Enfin, donc ouais, là je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que je sais que je peux avoir un rythme fort, c'est pas du tout un problème et que ça me va et que ça me plaît, donc je le vis très bien. Mais en fait, quand ton corps dit stop, c'est que tu fais un peu trop de choses et que juste faut se reposer. Donc j'ai décalé le projet, puis la Terre a pas arrêté de tourner, hein. C'est toujours ça le truc, quoi. C'est ouf.
tu te mets la rate, mais les produits ne vont pas s'envoler. Et puis au pire, maintenant je me dis ça, tant pis, la personne elle va trouver quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Merci pour votre écoute, merci d'être au rendez-vous pour la saison 3 de Diade Podcast. Je vous invite à vous abonner, à partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.